Les innovants. Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Donc, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici et en ligne. On va commencer par se présenter les membres autour de la table ici, en commençant à ma droite. Marie-Ève Boutin, poste 3. Xavier Sanchez, poste 4. Mylène Perrin au poste 5. Patricia Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Parfait, merci. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour au point 2, donc 2.1, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui. La présence des membres, le poste 1 est absent. C'est marqué qu'il était présent. Ah oui, ben c'est juste ça, c'est juste nous qui le voit ça. Ah. Ben, Parfait, mais c'est noté. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Mylène Perrin. Excellent, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 3, IREF et affaires juridiques. Donc, 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. donc, je propose, Marie-Ève Boutin, de valider, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. Les conseillers l'ont lu, puis il n'y a pas de modification à faire, tout est content. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, point 4.1, renouvellement de l'adhésion UOQ pour le directeur général adjoint. Il est prévu que le directeur adjoint, M. Martin Blais, fasse partie de l'Ordre des urbanistes du Québec afin de porter son titre professionnel et d'occuper ses fonctions au sein de la municipalité. Il est prévu dans son contrat de couvrir son adhésion au montant de 692,10 plus les taxes applicables et que cette dépense est prévue dans le budget. Xavier Sanchez, propose de couvrir cette dépense. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, point 5.1, les comptes à payer du mois de février 2025. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'approuver les comptes à payer. On a eu la liste, on l'a validée. On a posé les questions qu'on avait, donc tout est conforme. Les dépenses pour le dernier mois sont au total de 505 723,46, répartis comme suit. Excusez, je ne les connais pas toutes par cœur. 365 680,64 en dépenses de fonctionnement, 74 309,11. Ça, c'est de la masse salariale, tout département confondu. 65 733,71. Ça, c'est des dépenses en investissement. Donc, je propose d'approuver les comptes à payer. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, c'est le rapport de gestion contractuelle de l'année 2024. Qu'on dépose ce soir, c'est la liste essentiellement des contrats qui ont été octroyés par la municipalité pour l'année 2024 et tous les contrats, dans le fond, qui sont au-dessus de 2 000 $. Ça totalise un montant de 3 850 122,90 $. Et on constate dans le rapport qu'il n'y a aucune qualité par rapport à l'octroi de ceux-ci. J'aurais besoin d'un proposeur. Ah, je l'ai. Bonjour. Parfait, merci. Sécurité publique, au point 6, donc 6.1, le dépôt du rapport annuel des activités du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur pour l'année 2024. Chaque année, le service de sécurité incendie doit rédiger un rapport d'activité à déposer au conseil municipal et au conseil des maires, ainsi que de le transmettre au ministre de la Sécurité publique. Ce rapport se veut un bilan complet de l'état du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur, incluant des données pertinentes sur les interventions d'incendie médicales et la prévention, ainsi que budget et gestion des ressources humaines. Xavier Sanchez, propose de déposer le rapport d'activité du service sécurité incendie 2024 et d'autoriser le directeur du service d'incendie à transmettre une copie à la MRC et le rendre disponible sur le site Internet de la municipalité. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 6.2, dépôt du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque pour l'année 2024, donc l'an 12. Le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC des Jardins de Napierville propose les actions à poser pour atteindre des orientations et des objectifs du ministère de la Sécurité publique
pour le service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur. Ce document a été rédigé par le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur en collaboration avec le coordonnateur de la prévention incendie de la MRC des Jardins de la Pierreville. Ce rapport est demandé par le ministre de la Sécurité publique. Donc, je, Xavier Sanchez, propose de déposer le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque du service de sécurité incendie et d'autoriser le directeur du service sécurité incendie à transmettre une copie à la MRC des Jardins de Napierville ainsi que les pièces justificatives. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Travaux publics, point 7.1, contrat pour l'entretien des parcs et terrains verts. Oui, c'est moi. Je suis pas la bonne question. Ah. Donc, la municipalité possède des parcs. Bon, les parcs Antoine Bernier, Bénédicte Guérin et Marie-Claude et Camille Bourdin. Donc, ils ont des aires gazonnées. Il y a des porteurs précédents à l'entretien de ces terrains annuellement. Donc, la municipalité a demandé des soumissions pour 2 traitements de fertilisation de ces terrains, ainsi qu'un traitement contre les vers spécifiquement au terrain de soccer, qui est une superficie d'environ 10 000 m². Donc, on a eu les soutiens. Il y a eu arrosage et pelouse du Haut-Richelieu à 5 200 incluant les taxes. Monsieur Gazon, 5 405. Le pouce vert, 7 950. Donc, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'octroyer le contrat 2025 pour l'entretien du gazon des parcs municipaux à arrosage et pelouse du Haut-Richelieu au coût de 5 200 plus les taxes applicables, incluant 2 traitements de fertilisation ainsi qu'un traitement contre les vers spécifiquement au terrain de soccer. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 7.2, le contrat pour le colmatage des nids de poules. Oui, donc avec le printemps qui arrive, on va faire le colmatage des nids de poules. Évidemment, ça ne sera pas fait demain matin. Toutefois, ça s'en vient. Ça va être avec Environnement Routier Énergie. C'est l'entreprise qui s'en occupe au niveau régional avec ce qu'on appelle un camion de type Python 5000. Donc, les services reçus, c'est un 550 de l'heure avec une mobilisation matériel de remplissage high-tech tiède, puis l'exclusion de remplissage supplémentaire, donc 275 la tonne. Le montant total, journalier est à 5 500 pour 9 heures à ce niveau-là, donc on calcule 1 heure de mobilisation, donc je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Contrat pour le balayage des routes. Donc, on a demandé à 3 entreprises de soumissionner pour nettoyer nos routes après l'hiver. On a reçu les solutions suivantes, donc Balai Pro pour 130 de l'heure, plus les frais de transport pour un autre 130 de l'heure. L'entreprise Miroir pour 165 de l'heure pour le balai, 165 de l'heure pour le transport du balai, 160 pour la semi-remorque et 55 pour l'estimation de 15 tonnes de résidus. Et la dernière entreprise n'a pas soumissionné. Donc, ce soir, on propose d'octroyer le contrat pour le balayage des rues à Balayage Pro au coût de 130 de l'heure pour le balai et 130 de l'heure pour la disposition des résidus pour une opération qui devrait durer environ 7 heures et donc 6 heures de transport. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Théry. C'est ce qu'on a une demande de vote. Est-ce qu'on connaît la date? Bon, on connaît. Approximative. Je ne l'ai pas en note, non. C'est tout prêt. C'est vendredi de printemps. Ce sera pas vendredi. Ah, c'est ça. 7.4, l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services d'horticulture par la ville de Saint-Philippe. Donc, la municipalité de Saint-Jacques, le Nord et la ville de Saint-Philippe désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur la cité et ville et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, afin de conclure une entente relative à la fourniture de services d'horticulture relevant du service des travaux publics. Donc, l'entente est conclue dans une optique d'entraide et d'optimisation des ressources humaines de chacune des 2 villes, des municipalités. L'entente respecte la capacité de payer de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur ainsi que son budget. Donc,
Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquois, et le maire Étienne Brunet à signer au nom de la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs l'entente intermunicipale avec la ville de Saint-Philippe. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Aménagement et urbanisme, point 8.1, demande d'autorisation de PIIA numéro 2025-0001 au 194 rue Principale. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'accepter la demande de PIA au 194 rue Principale. Le requérant veut faire une remise de plus de 20 mètres carrés, donc il est assujetti à des normes parce qu'il fait partie du cœur historique. Il veut une remise de 12 par 20 par 12. Elle va tout être en friche naturelle. C'est exactement les mêmes matériaux qu'il y a déjà sur ces autres remises. L'étude a été faite, le nombre de bâtiments accessoires est conforme, les superficies sont conformes. L'agencement, les membres du CC ont trouvé que c'était très bien, c'est comme le reste. Donc, je propose d'accepter la demande de PIA au 194 principal. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. Hygiène du milieu, 9.1, dépôt du bilan de l'année 2024 sur la qualité d'eau potable. Donc, ce bilan résume la qualité de l'eau qui a été livrée là, au travers du réseau d'aqueduc. On peut y constater, entre autres, une consommation assez constante, exception là, du remplissage des piscines. On peut aussi voir que depuis qu'on a installé là, nos nouveaux doseurs de chlore, on a une quantité plus précise là, qui porte ses fruits. Donc, on a eu, et aussi, d'ailleurs, en 2024, on a eu une baisse assez significative des signalements pour l'eau colorée. 9.2, dépôt du rapport annuel d'exploitation 2024 d'Aquatech. Ce rapport-là, c'est sur la gestion globale du réseau d'aqueduc et des eaux usées pour l'année 2024. On peut y lire des informations sur le rendement de nos 2 installations d'eau usée, entre autres. Ce qui m'amène à vous parler du point 9.3, donc qui est le dépôt d'un avis de non-conformité du ministère de l'Environnement, de lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Donc, à l'été 2024, on a eu une problématique de débordement aux étangs Landry, au parc Landry. Aussitôt qu'on a réalisé là, cette problématique-là, on a pris des mesures de correction le plus prompt possible. Donc, on a trouvé la cause qui était une valve fermée, évidemment, elle a été réouverte. On a mis des mesures pour contenir là, le débordement le plus possible. Et on a fait un suivi là, très rapproché avec notre fournisseur de services pour s'assurer là, que cette problématique-là n'arrivera plus, dans la mesure du possible, bien sûr. On a plusieurs problématiques qui ont été soulevées dans ce rapport-là. On répond ce soir là, avec un système de surveillance, que vous verrez un petit peu plus tard, pour nous permettre de le constater plus rapidement. On a aussi mis au budget là, comme conseil une génératrice. Comme ça, si on manque de courant dans ce secteur-là, on va pouvoir assurer le service puis éviter les débordements. Et voilà. Donc, ça fait les points 9.1, 9.2 et 9.3. 9.4, contrat pour les mesures de boue à l'étang numéro 3 au 742 rang du Coteau. Oui, donc considérant que la municipalité doit procéder minimalement là, tous les 3 ans à la mesure des boues de ces étangs aérés, donc un peu en lien avec le même sujet précédemment. Donc, on assure une surveillance plus accrue au niveau de l'étang dans l'installation du traitement au 742 rang du Coteau. Oui, exactement. Donc, la soumission qu'on a reçue, c'est Ecotech au montant de 1 475 avant taxe. Considérant que la prise d'échantillon incluse à la soumission n'est pas nécessaire cette année, je propose aujourd'hui d'accepter cette soumission-là de Ecotech, donc, et de déposer le tout. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.5, intégration des alarmes de poste de relevage des étangs aérés au 742 rang du Coteau. Considérant que la municipalité désire intégrer à son système de télésurveillance des alarmes en lien avec le fonctionnement des pompes au poste de relevage des étangs aérés du 742 rang du Coteau, afin d'opérer une surveillance en continu et de pouvoir intervenir plus rapidement en cas de problème. Et une soumission a été, à cet effet, a été demandée à l'entreprise du groupe LML Limité. La dépense est donc prévue au budget de l'exercice courant.
Considérant la spécialisation de l'entreprise groupe LML Limité pour ce type d'intervention et sa connaissance des installations de traitement des eaux usées de la municipalité, je, Xavier Sanchez, propose d'octroyer le mandat d'intégration au système de télésurveillance du poste de relevage des états aérés du 742 rang du Coteau à l'entreprise groupe LML Limité au montant forfaitaire de 5 988 avant taxe, conformément à la soumission numéro 24-106901-01 présentée en pièce justificative. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, point 10.1, dépôt du projet de planification des besoins d'espace pour les infrastructures pour le centre de services scolaires. Essentiellement, là, pour la municipalité de Saint-Jacques, il n'y a pas de modification à ce plan-là par rapport aux années précédentes. 10.2, contrat de location de toilettes portatives pour le parc Camille Baudin. Je propose, Marie-Ève Boutin, de louer 2 toilettes chimiques portatives pour le parc Camille Baudin du 1er mai au 2 septembre. On a reçu 2 soumissions. Solutions environnementales 360 au montant de 2302 et Sanivac Montréal, numéro de compagnie Québec Inc. 1508 et 57. Donc, je propose, Marie-Ève Boutin, d'octroyer le contrat de location de toilettes chimiques pour la saison 2025 à Sanivac Montréal au montant de 1508 et 57 plus taxes. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.3, contrat d'achat pour un filet pour le terrain de balle. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'approuver l'achat du filet pour le dernier filet pour le terrain de balle. Dans le fond, c'est déjà au budget. Donc, on fait affaire avec les mêmes gens que d'habitude, qui sont filets NAVS au coût de 24 250 plus taxes. Donc, je propose de faire l'installation avant qu'il commence. Là. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Bibliothèque, point 11.1, projet de la bibliothèque mobile sur le territoire de Saint-Jacques-le-Mineur par la bibliothèque de Saint-Jacques. Considérant que la municipalité souhaite favoriser l'accès à la culture à tous ses citoyens et que pour ce faire, la responsable de la bibliothèque souhaite proposer un projet de bibliothèque mobile pour les personnes en mobilité réduite ou dans une situation d'incapacité temporaire à se déplacer. Dans le fond, le projet consiste en la fourniture d'un service de prêt de livres à domicile qui sera assuré par la responsable de la bibliothèque, donc Nathalie, que le travail peut être exercé en respectant l'horaire de travail de la responsable de la bibliothèque. Le projet n'implique aucune dépense puisque les déplacements s'effectueront avec le véhicule de la municipalité. Donc, ce soir, je, Patricia Vanessa-Lafrenière, propose d'autoriser la responsable de la bibliothèque à mettre sur pied le projet de bibliomobile pour les citoyens admissibles dès le 11 avril 2023. On a une demande de vote? C'est adopté. 11.2, dépôt du rapport annuel 2024 de la bibliothèque Saint-Jacques. Donc, chaque bibliothèque membre du réseau Biblio doit rédiger annuellement un rapport financier à la demande du ministère de la Culture et des Communications. Ce rapport se veut un bilan du budget d'exercice de la bibliothèque locale de Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, je, Patricia Vanessa-Lafrenière, propose de déposer le rapport financier 2024 de la bibliothèque Saint-Jacques, ainsi que les rapports des frais locaux 2024, et d'autoriser la responsable de la bibliothèque à en transmettre une copie au réseau Biblio Montérégie et au ministère de la Culture et des Communications. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté. Correspondance et demande de commandite. 12.1, demande de commandite pour la 3e édition du bal d'Anna au profit de la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge. Considérant que la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge, située à Châteauguay, a pour mission d'offrir du financement à l'hôpital Anna-Laberge pour la fourniture des services de santé à la population, considérant que c'est un hôpital qui est à proximité là, de Saint-Jacques-le-Mineur à ce niveau-là aussi, la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge organise une campagne de commandite dans le cadre de la 3e édition du bal d'Anna. Donc, on nous demande aujourd'hui un don et qu'on propose d'octroyer 200 $ à ce niveau-là par les membres du conseil prépa. Donc, je propose. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Information citoyenne. Est-ce qu'on avait des points à apporter? Non. Parfait. Donc, on va. Oui.
J'aimerais souligner que notre maire, M. Étienne Brunet, a reçu la médaille de couronnement du roi Charles III de la députée fédérale du comté de Châteauguay-Lacolle le 21 février dernier. Donc, c'est une médaille qui est donnée en fait pour la reconnaissance de fonctionnaires, notamment dans ce cas-ci pour M. le maire, son implication en tant que jeune élu au Québec. Bon. Non, ben je savais que j'avais eu la médaille. Je ne pensais pas qu'elle allait l'annoncer. Merci. Donc, on passerait à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Moi, je vais aller au point 7.4 pour ce qui est de l'horticulture. Oui, l'horticulture. Oui, on n'a pas parlé de prix intermunicipaux. C'est quoi le fonctionnement de ça? Je vais ressortir la pièce jointe. Là. C'est bien qu'on partage le coût, je veux savoir ça. Oui, mais dans le fond, on a une entente, essentiellement, c'est au niveau des heures, là, parce qu'eux ont la ressource, puis nous, on l'utilise pour l'aménagement. Okay, si je ne me trompe pas, c'est pas un data. C'est pas un contrat qu'on lui donne, puis c'est à l'heure qu'on le donne. C'est bien ça, là, moi, ça ne me dérange pas. Un taux horaire qui est fixe, donc un taux horaire pour l'horticultrice, pour la planification pour les plans d'aménagement, et après, il y a un taux horaire pour l'arrosage. Donc, je pense que c'est bien d'enseigner aussi que le taux horaire est le même, peu importe c'est quand. Donc, même si c'est fait de fin de semaine ou de soir l'arrosage, c'est un taux horaire fixe. L'année passée, la facture était aux alentours de 14 000 si je me trompe pas. Ça nous évite d'avoir une ressource à l'interne, qu'on n'aurait pas assez d'heures de formation pour engager. Juste l'achat du système, ça serait là. Ça se passe. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, moi, c'est pas une question, c'est que les travaux après New York sur la montée. Oui. C'est-tu possible de faire des avertissements aux gens qui travaillent, là, les travailleurs, là, les signaleurs, peu importe? Moi, ils ont accroché mon truck. OK. Avec le drapeau, ils voulaient le drapeau baissé, ils ont accroché mon camion. OK. Ils roulent à peu près à 130 sans monter. Ils nous pètent des U-turns d'en face. C'est dangereux. À matin, j'ai arrêté, complètement arrêté. Là, le gars était expert au volant. Il roulait peut-être 70, 80, puis il s'en est pas à 100. OK. Je dis, qu'est-ce qu'on va. Tu sais, c'est dangereux. C'est pas la première fois que. Ben, effectivement, c'est pas la première fois que j'entends parler. Puis, il n'y a rien qui a changé. On va faire un suivi assurément. On a une rencontre bi-hebdomadaire, je ne me trompe pas, avec. C'est chaque semaine. C'est à chaque semaine maintenant. Mais par contre, j'aimerais souligner qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler d'Hydro-Québec directement parce que c'est pas nous le maître d'œuvre des travaux. Là. Donc, oui, on va passer le message assurément là, qu'il y a un enjeu de sécurité, mais vous pouvez communiquer directement avec eux. Là, si vous voulez, à la fin, je pourrais vous le transmettre. Ils ont mis des stops à coin Montée Saint-Jacques puis Édouard VII. Ouais. Ils les font même pas. Puis je te dis, le soir, moi, quand je finis de travailler, je fais le détour, là. Ouais. Parce que ça, c'est barré. J'arrive à 5h29, puis c'est pas ouvert, là. Fait qu'il ouvre vraiment 5h30, 5h32. Puis quand j'arrive au stop, là, les travailleurs, là, ça passe, là, ça n'arrête même pas. OK. Je veux juste le stop, est-ce qu'il est là en permanence maintenant? Oui. Ben, il est là pour la durée des travaux. Là, il est là parce que c'était vraiment dangereux. Le monde ne ralentisse pas quand il s'en de Saint-Jean-Felmer vers l'autoroute, même s'il voit que c'est une zone obstruée. Puis quand il n'y avait pas le stop, ça passait là, genre 90 km/h. Quand tu arrivais à Saint-André, là, c'était vraiment dangereux. Ah oui, absolument. Plus qu'une fois, j'ai sacré 20 vachement professionnels là-dedans. Malheureusement, c'est une problématique qu'on a, là, la circulation, la gestion de la circulation là, avec le chantier d'Hertel depuis le début. Et j'ai assisté, je ne sais pas si vous étiez récemment, au Québec, a tenu une rencontre là, pour parler. Là. OK. Puis, ben, ça a été adressé. Je croyais que ça avait été bien compris. Mais assurément, on va faire un suivi là-dessus. Là. En lien avec ça, pour poursuivre avec ce commentaire-là, cette question-là, ce chantier-là, total, il est censé terminer quand? Ben, en fait, les communiqués, puis c'est pas clair pour moi si tel segment, mais le chantier complet, là, y a-t-il une date d'échéance? Mais si on part avec l'échéance initiale, là, il nous avait dit environ 2 ans de travaux. On n'est plus là. D'ailleurs, à la rencontre qui a été tenue là, avec les représentants d'Hydro, ils nous avaient dit 4 semaines en février, je ne me trompe pas, puis 4 semaines en mars avec une interruption. Encore une fois, on n'est pas là. Bon, ils ont leur raison là, pour déborder.
Malheureusement, j'ai pas de date fixe. Ils n'ont pas. Je pense que même le savent pas. Je pense que même le savent pas. OK. Il y a quand même, ils ont des étapes à accomplir, là, puis on voit la progression. Ils sont peut-être à 75%. Édouard 7, non. C'est ça. OK. Ouais. Mais il reste le badage, il n'y a plus vraiment de Ben, il va y avoir d'autres interventions. Donc, entre la carrière et le rang Saint-Marc, là, il y a une voie de jonction à cet endroit-là. Puis, comme sur le Ça côté va être droit. mineur, ça ne devrait pas être mineur. Ben, c'est une voie. C'est ça. Il y aura plus, Édouard VII sera plus fermé. En tout cas, ce qu'ils nous ont promis, c'est qu'il ne la fermerait pas en totalité. Puis la montée Saint-Jacques, ben, c'était justement pour alléger là, les problèmes qu'on avait eu avec les signaleurs, le manque de civisme aussi là, de certains automobilistes. Donc, pour sécuriser le chantier, il avait pris cette décision-là. Je vois que maintenant, le manque de civisme, il vient d'un autre c'est plus les usagers de la route, puis plus Moi, d'emplois. je prends la peine de partir comme. Avant ça, je partais à 7h20. Maintenant, je pars à 6h30 chez nous pour être sûr de ne pas faire de détours. Puis les travailleurs sur les jeux-là sont vraiment irrespectueux. On fait attention aux autos qui s'en viennent. Souvent, comme quand il y avait des signaleurs, ils mettaient une lumière. Mais son flag est levé, puis la lumière est comme tournée. Fait que tu peux pas savoir si tu as le droit de passer ou pas. Fait que tu t'engages, là, tu te fais crier après, tu n'as pas le droit de passer. Oui, mais tu fais ta job, dis-moi si j'ai le droit de passer. Tu sais. Absolument. Ouais. Puis, c'est malheureux parce que c'est un beau projet structurant pour le Québec, mais j'ai vraiment hâte qu'il s'en aille. C'est avec ce qui s'en vient. Pour garder ce projet 100 ans, ça. Là. C'est ça. Je me suis demandé si vraiment c'est bien aussi parce qu'ils me font monter, ils essaient de nous faire monter nos tarifs à nous autres en disant que la demande a augmenté. Ouais. Mais concrètement, la demande, en tout cas, de ce que nous, on a comme information, oui, la demande, effectivement, a augmenté, mais on le sait, là, il y a les voitures électriques, c'est une chose, mais tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur. Ouais, mais des besoins électriques, il y en a. Il faut garder ça plus loin que ça parce que l'électricité, c'est périssable. Ouais. Si tu la produis, ça doit être l'électricité, si tu la produis, si tu la consommes pas maintenant, tu la perds. C'est pour ça que c'est pour vendre sur plus. Ouais, moi, je suis convaincu de la réalité du projet, c'est les points d'emploi, c'est ça un peu. Mais moi, une dernière question sur ce point-là, c'était. Y a-t-il des mesures compensatoires pour les dérangements que les citoyens ont eus pendant tout ce temps-là? Est-ce que ça a été discuté, demandé au Hydro-Québec? En fait, je ne dirais pas que c'est des mesures compensatoires pour le dérangement. Ce qui a été négocié avec Hydro-Québec, c'est parce que, bon, il fallait faire notre portion d'Édouard VII. On avait l'intention de le faire depuis quelques années, après le secteur des carrières. Puis dans le fond, eux allaient faire des interventions dans ce secteur-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont offert une compensation financière de comme 289 000 259 000 plus là. OK, c'est pour quel segment, ça? Pour refaire cette portion de route-là. Parce que de toute façon, sur laquelle eux ont travaillé? Ben non, en fait, ils nous ont offert le montant, là, okay. Puis c'était pour Édouard VII, là. Okay. Mais nous, on l'a appliqué sur les travaux. Là, dans le fond, ça nous a évité d'avoir à utiliser un règlement d'emprunt pour faire cette portion-là de la route. On l'a payé, c'est clairé. Puis, c'est. Mais là, on a fait des travaux déjà, puis il faut faire. Mais il y avait des ponceaux à faire, il y avait toute la base de structure de la route à refaire, puis le pavage, mais Hydro-Québec va venir refaire la dernière couche à leurs frais. Okay. Fait oui, mais non. Mais pour la montée Saint-Jacques, c'est juste ça la compensation, puis il n'y a rien d'autre de prévu, comme pour la montée Saint-Jacques. Après, quand elle va être terminée, là, ils vont-tu refaire le pavage, parce que là, ils vont avoir des patchs partout, ils ont fait des ajustements, ils ont fait des ouvertures. Ben ça, ils vont retirer les accotements parce qu'ils sont temporaires. Donc, ils ne répondent pas aux standards du ministère des Transports. Puis s'il y a des dommages là, à la chaussée, là, ils sont supposés les réparer. Je peux comprendre, il y en a énormément de dommages. Ah oui, j'en doute pas. C'est un produit en dessous de l'asphalte, puis ça fait des poules qui sont rendus jusqu'à la milieu des bois quasiment. Ouais. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que bon, cette route-là, c'est pour la faire au complet, c'est pas nous qui payons. Ben, c'est nous, collectivement, comme Québécois, qui payons, mais pas les gens qui vont payer pour ça. Dans un autre port public, par exemple, qui est avec d'autres, en lien avec d'autres travaux qu'on a eu à Saint-Jean-Cap-Nord, c'est Gaz Métro, par contre, qui avait passé ses lignes de gaz en s'en allant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur le sud des Noyers. Si on parle chez nous, puis on fait l'asphalte, c'est rendu des galettes. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont dit qu'ils n'ont pas compacté ou qu'ils n'ont pas rien fait dans le fond. Là, quand on parle, c'est rendu que si tu arrives un peu trop vite, tu as un char un peu trop bas, ça cogne. Ah, tu veux dire les mais ça, c'est pas les ponceaux. C'est ce qu'on appelle des ventes de bœuf, effectivement. C'est causé par les ponceaux. En fait, on n'aura pas de cette rue-là. C'est pas Gaz Métro. Non, parce que c'est où cette information. Ça a été que les lignes de gaz ont passé
quand les jobs sont faits. Non, c'est les. Non, OK. C'est la ville ou c'est le transport Québec? non, c'est la ville. On fait reprendre ces travaux-là en 2022. Je ne me trompe pas. On venait juste d'arriver en 2024. C'était le 2 ans là, de réception des travaux. Évidemment, ça commence à sortir en 2025, mais on le savait en fait que ça allait sortir. Les ingénieurs, vous l'avez nommé, il aurait fallu refaire justement la fondation au grand complet. Le ponceau peut être ouvert, mais c'est large. Ouais, C'est juste fait une franchise. Normalement, il faut que ça soit un ponceau plus large pour. Ben, en fait, non, c'est la fondation aussi qui avait une problématique. Là. Donc, la fondation a des problèmes de compaction, comme vous le nommez. Ce qu'on a fait comme procédé de réflexion, c'est une scarification, donc c'est une pulvérisation d'une couche supérieure qui a été refait. Si on avait, et ça a coûté sur les 3 quelques kilomètres de route, 1,7 million. Si on avait dû refaire toute la fondation au complet, on était. En fait, c'est parce que si ça a ouvert ce matin sur l'âge comme ça, normalement, on aurait dû ouvert au moins sur 15 pieds et faire une compaction en angle. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Si on fait juste une compaction au niveau bien droit, ça compacte rien. Je pense qu'on parle pas de la même chose. Toi, tu parles des ponceaux. C'est les ventes de bœuf qui ont pas sur le ruisseau des voyers. pas sur le ruisseau. Le pas sur le ruisseau avant la courbe à la radio. L'année dernière, après les inondations, je ne sais pas ce qu'il y avait, il y avait eu des grosses crues d'eau. Il y a eu des travaux de ponceaux qui ont été faits. Après les inondations? Oui. Mais ça, c'est des travaux d'urgence du ministère des Transports. C'est ça, je pense que c'est Je trouve qu'à partir du ministère des Transports, Parce qu'on en a, il faudrait peut-être faire pression qu'il vienne voir parce que c'est réellement dangereux. Je me dis, là, ça calme avec les 6 pouces en ce moment. C'est les ponceaux du ministère des Transports. Dans le ruisseau. C'est vraiment pour ça que je parlais. Le coup, ils ont ouvert le large de même, mais c'est pas large comme ça. Quand tu veux faire la compaction qui va être efficace, faut que tu y ailles avec les angles de 45 degrés, un minimum. Fait que si tu veux ouvrir, c'est un pied, mais il faut que tu calcules à peu près 4 pieds de chaque côté. Je pense qu'on fait des travaux d'urgence. Mais là, c'est vraiment. Oui, mais la route avait été lavée, presque totalement. Dangereux. OK. Ben, merci. On va faire un suivi là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ben oui. Désolé, j'ai pas eu la chance de voir l'ordre du jour. Je suis désolé de mon retard aussi. J'ai vu dans le genre, moi, il y avait des. Des règlements d'emprunt à propos du centre communautaire. Oui. C'était-tu des choses qui étaient votées ce soir, ça? Non, donc ça a été voté à la dernière séance. En fait, on a pris le règlement d'emprunt pour faire le projet. On doit prendre le montant global avant subvention. Puis une fois qu'on va compléter le projet puis boucler le budget, là, on va juste prendre la portion d'emprunt qu'on a donnée. Ben moi, je suis ici pour poser des questions par rapport à ça. Puis bien mieux comprendre, je n'ai pas suivi le dossier de près. J'ai entendu des brides d'informations au fil des derniers mois. Là. Je me rappelle juste d'une réunion que j'avais été comme quoi vous lanciez le projet, puis il y avait la démolition du centre communautaire, puis après ça, la construction. Mais de ce que je comprends, c'est que présentement, corrigez-moi si je me trompe, c'est pas une démolition complète, une reconstruction complète. On va prendre la structure existante, on va la transformer. Non, c'est une. Ben dans le fond, moi, je peux peut-être vous résumer le projet rapidement. Donc, ce qui va se passer, l'appel d'offres a été envoyé sur le service d'appel d'offres public. Il y a un entrepreneur qui a été retenu. On doit le faire approuver, puisqu'il y a une subvention de près de 78% sur le projet. On doit le faire approuver par le ministère des Affaires municipales. Donc, on est dans cette période-là. Vous reviendrez prochaine séance. On a vraiment des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais on ne peut pas vous donner du coup ce soir. Voilà. Puis, ce qui va se passer, le projet, dans le fond, qui a été présenté, c'est de démolir complètement ce bâtiment-là, mais on veut réutiliser l'empreinte au sol de l'église. La fondation. Ben oui, dans le fond, ce qu'on ne veut pas faire, c'est sortir de l'enceinte du bâtiment actuel pour ne pas tomber sur des artefacts ou un cimetière. Puis, dans le fond, freiner le projet-là pendant des années. Là. Donc, on a fait un bâtiment qui est un petit peu plus petit que la fondation actuelle. Puis, on va réutiliser d'ailleurs une partie de celle-ci comme muret décoratif à l'extérieur du bâtiment. Puis, ça va être un nouveau bâtiment qui va être construit de toute la qui ont fait tant que la brûlure qui va repasser ces vieilles fondations. Non, c'est ça. On élimine la fondation, mais on va garder le petit muret décoratif. On veut quand même, dans le fond, vous allez voir dans le projet, il va y avoir beaucoup de clins d'œil, de rappels de toute l'historique de ce bâtiment-là, des 2 anciens bâtiments qui ont été là. C'est sûr que là, ça ne sera pas une église, mais... Je veux juste me comprendre, est-ce qu'on a évalué d'autres options que cette option-là, avec ce terrain-là, avec cet emplacement-là? Parce que de ce que je comprends, de ce que je sais,
plusieurs raisons, je sais beaucoup de choses. J'ai parlé avec des entrepreneurs qui ont vu l'appel d'offres en ligne, puis qui m'ont partagé certaines informations. C'est que, premièrement, de construire, il y a des grosses contraintes à cause du terrain. Et puis ça fait grimper les coûts considérablement. Je pense que le projet va coûter 4 fois ce que ça coûterait si le projet était fait dans un autre contexte, sur un autre terrain, avec pas toutes les contraintes que cet emplacement-là donne. Le positionnement des artefacts et du cimetière ancestral qui est là, la complexité parce que le terrain est enclavé par l'école, puis par le CPE, puis par la zone scolaire, puis les autobus devant, puis la place de l'église, il y a une grosse contrainte. Ce que je sais de source sûre, c'est que ça coûte 4 fois le prix que ça nous coûterait. Ma deuxième question, je sais que j'ai beaucoup de questions, puis je m'excuse d'arriver comme ça. Alors, je n'ai pas suivi le dossier de près, mais je veux juste comprendre puis m'assurer que vous ayez tout évalué les options avant de faire. Parce que même si on a dessus la garantie que 78% va être disponible, peu importe le projet qu'on présente, peu importe l'ampleur du projet, peu importe ce qui se passe. Et deuxièmement, si on avait 78% de subvention de 4 millions à payer versus nous, on a quand même 22% à payer. 22, j'en ai mieux payé 22% de 4 millions versus 22% de 16, 18 ou 20 millions parce qu'avec les dépassements de coûts, ce que ça va finir au final. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris du projet parce que je trouve que c'est un projet d'une grosse ampleur, c'est une grosse dépense pour nous, que je ne suis pas certain que tout le monde est au courant et que tout le monde serait d'accord à ce projet-là. OK. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Là. Oui, je sais. Donc, premièrement, oui, on a évalué toutes les. La plupart des scénarios qu'on était capable de concevoir. Il faut comprendre qu'on a une certaine limite sur notre territoire, donc au niveau de l'aménagement. L'institutionnel, on ne peut pas le mettre n'importe où. Évidemment, on ne peut pas le mettre dans ce qui est de l'agricole. Donc, on est vraiment limité au périmètre urbain. Puis de toute façon, on ne mettrait pas un hôtel de ville dans le fond d'un rang. Ça ne serait pas logique. Non, on a déjà beaucoup de la municipalité, déjà beaucoup de secteurs. Donc, juste mettre ça ici à terre pour passer sur ce terrain-là, on vient de sauver minimum 60% des coûts. Là. Je t'avoue que cette proposition-là, on ne l'avait pas analysée parce que le bâtiment ici, on jugeait que dans son enveloppe actuelle, il n'y a pas de raison de le démolir, mais il ne répondait pas nécessairement à tous nos besoins. Je vous rassure, on ne tombera pas le 13 millions qu'on a mis, là. Ça, c'est incluant le montant des subventions parce que c'est ce qu'il faut qu'on aille chercher comme règlement d'emprunt. Maintenant, cette subvention-là, comment elle a été travaillée comme dossier, c'est on en a présenté 2. Donc, on peut aller chercher 2 fois 60%, plus une bonification de 8% du coût total du projet, si on utilise une structure en bois, ce qu'on a fait comme choix. Maintenant, donc, la subvention, le montant maximum qui est alloué là, par chaque subvention, c'est 6,5 millions. Donc, si le projet, exemple, coûtait, fais des chiffres en tête, 13 millions, ouais, c'est ça, on aurait le droit à les 2 pleines enveloppes de subvention. Mais si le projet arrive, mettons, la construction arrive juste à 11 millions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que présentement, l'offre qui a été envoyée au ministère des Affaires municipales, elle est bien en deçà du montant d'emprunt qui a été pris. Donc, notre orientation, là, puis comme je dis, c'est parce que je ne peux pas vous donner les chiffres tant que ce n'est pas officiel, là, mais présentement, là, on s'enligne pour avoir un projet là, qui sera un coût d'emprunt, s'il y a un emprunt très, très faible pour la population, assurément assumable, sans donner des hausses de taxes. OK. Je suis un peu surpris. Puis s'il y a des dépassements de coûts, parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Il y a quand même, dans le budget, là, on a laissé un 10% de marge de manœuvre, mais en même temps, les soumissionnaires sont tenus là, de respecter le montant qu'ils ont soumis. Comme ils construisent un bâtiment neuf, la partie démolition, c'est sûr qu'il pourra avoir des surprises. C'est là où on a le plus de contingence. Quand ça vient à la construction, après ça, s'ils font une erreur et qu'il y a une hausse de coût dans une construction neuve, ça, c'est pas vraiment notre problème. Parce qu'avec les incertitudes du marché et avec ce qui se passe aux États-Unis sur l'approvisionnement, sur les surtaxes,
c'est certain qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Puis là, les entrepreneurs qui vont avoir soumis des offres, ils vont avoir des clauses dérogatoires qui vont pouvoir se déroger, de rencontrer parce que les prix des matériaux vont augmenter. C'est officiel. Je ne sais pas, il y a des gros risques. Moi, j'ai des grosses réserves, j'ai des gros risques par rapport à ça. C'est sûr que le contexte économique n'est pas génial, là, si on ne se le cachera pas. Là, puis, je pense que sur toutes les lèvres, on n'ose pas dire le mot récession, là, mais c'est probablement là qu'on s'enligne. Oui, il y aura une hausse de coût des matériaux, ça, on ne se le cachera pas. Maintenant, je pense que notre appel d'offres a quand même été suffisamment bien monté puis vérifié aussi là, par nos avocats avant d'être accepté qu'on est protégé. On aura toujours le choix aussi, là, si au final, le projet fait absolument aucun sens financièrement, on peut toujours se retirer. C'est quoi les échéanciers des prochaines étapes? Donc là, on attend l'approbation du ministère des Affaires municipales. Une fois que ça, c'est fait, notre espoir, c'est que par juin, juillet, on commence la démolition. Et donc, on souhaite avoir une mobilisation assez rapide là, pour profiter justement de l'été. Puis, construction, on avait dit... Livraison juin 2026. C'est ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un an avec les travaux là-bas pendant que Mais les cas, présentement, ont été mis sur pause. Les travaux ont été mis sur pause. Tu vois bien le matin. Ah oui, ça. Le chantier va être complexe. C'est vrai, ça, c'est l'autre personne que j'ai oublié de répondre à votre question. Donc, pour l'emplacement, en fait, c'est le genre de service qu'on a. Donc, on a la salle communautaire, bien sûr, mais on a aussi la bibliothèque. Donc, on souhaitait, le comité qui s'est penché là-dessus a émis la recommandation d'utiliser ce terrain-là pour justement avoir une proximité de service, parce qu'un des grands utilisateurs, j'essaie d'aller trop vite, un des grands utilisateurs de notre bibliothèque présentement, c'est l'école, c'est nos jeunes familles. Donc, d'avoir tous les services au même endroit, c'est quand même très attrayant. Il faut savoir aussi que dans ce projet-là, on ajoute du stationnement à l'arrière du bâtiment. Donc, on va pouvoir libérer la place de l'église en bonne partie. Minimalement, tous les employés municipaux vont pouvoir se stationner derrière. Ceux qui utilisent la salle communautaire pourront se stationner dans cet espace-là aussi. Fait que ça va baisser un peu la pression dans le secteur. Et on ajoute des places de stationnement pour le CPE. C'est vrai. Ouais. Pour les employés du CPE en ce moment, avec le personnel de l'école, c'est justement, on veut libérer la place de l'église. Donc, on leur offre du stationnement derrière pour favoriser le stationnement pour les personnes scolaires. Les stationnements sont là. Dans le fond, les parents pourront utiliser ces stationnements-là, mais les employés du CPE vont aller stationner derrière. Comme ça, il y a moins de... On veut limiter quand même, on y a pensé, là, puis de toute façon, avec le projet d'école, on a rencontré là, le centre de service, puis il y a des ingénieurs qui sont positionnés, connaissent notre projet de centre communautaire, d'hôtel de ville. Ils étaient au courant de l'enjeu avec le CPE, le stationnement. Puis, il y a un aménagement qui va être fait aussi dans ce secteur-là. Donc, il y a une modification du sens unique là, sur la rue Renault, dans le fond, entre l'école et du Moulin. Comme ça. Oui. Ouais. Puis, donc, ça va devenir un sens unique sur cette portion-là, vers l'autre sens unique. Ils vont enlever face à face. Oui, exactement. Okay. Puis là, idéalement, le transport scolaire devrait tourner là, dans le nouveau développement puis sortir par là. Mais là, ça va se faire, le sens unique va se faire après les travaux? Je ne dirais pas que ça a été comme mis en plan avec... Parce que sinon, le rapport de l'église pendant les travaux puis tout ça, c'est ça. Mais dans le fond, le réaménagement a été mis en plan avec le projet de l'école, mais nous, on va finir par le faire. L'école, de toute façon, j'ai parlé avec la députée récemment. Ce qu'on nous a confirmé, c'est que le projet il était prioritaire pour la région, pour la municipalité, puis qu'aussitôt que les budgets allaient être débloqués, là, en théorie, le 25 mars prochain, on devrait être capable de recommencer ce projet-là. Mais on a aussi, là, on a une table de travail avec le centre de services scolaires pour s'assurer que nos travaux ne prennent pas ses pieds. Oui, ça va être... c'est sûr, c'est des gros projets pour notre communauté, mais je pense qu'au final, on va être très fiers d'avoir ces services-là, tout à proximité, et d'avoir une belle vie communautaire. OK. On parlait tantôt de la crainte pour ce qui est des dépassements de coûts liés à des matériaux. Si ça peut te rassurer un peu, moi, je travaille en ce moment, c'est ce que je fais, la structure de bois matériaux. C'est ce que je fais un peu partout. Et les fournisseurs sont québécois. La provenance des matériaux sont québécois. Oui, mais... Je vois le transport international, puis je lis avec des fournisseurs un peu partout, puis je vois les coûts de transport international. Le bois, il est fabriqué, les poutres sont fabriquées au Québec, dans des usines au Québec. Oui, il y a des dépassements de coûts, OK, mais ce n'est pas des matériaux qui arrivent des États-Unis.
Non, ben, c'est pas du bois qui arrive, qui part du Canada, qui s'en allait vers les États-Unis, qui revient ici. Ce qui se passe ailleurs, là, Il y a toujours des répétitions. c'est C'est ça. Ça, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est les systèmes intérieurs qui vont être affectés avec la guerre d'affaires avec la Chine aussi. Si on parle, mettons, d'air climatisé, là, mais ça, c'est pas fait ici, là, c'est toujours importé. Non, mais il va y avoir des effets surtout. Ah, c'est sûr. On s'y attend. De toute façon, même dans le meilleur contexte économique, des projets de cette envergure-là, il y a toujours il y a des délais supplémentaires. Mais au niveau des coûts, par contre, comme je vous dis, là, on s'est bien blindé là, pour s'assurer que les citoyens ne payent pas trop pour un projet. Aujourd'hui, c'est pas aussi facile que c'était de juste rentrer le plus bas possible puis charger 30% plus cher au final. Là. Ça a été déjà, il y a eu une époque où c'était possible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé. Ok, c'est tantôt. L'inévitabilité. Mais donc, le 13 millions, c'est un montant. C'est le pire scénario. Ça, c'est si Québec fait faillite demain matin, là, puis on décide d'y aller de l'avant pareil. Mais ça ne sera jamais ça. Quand est-ce que l'information va être publique? Aussitôt que le membre l'accepte. Puis ça, c'est la prochaine semaine? Ben, on espère dans le prochain mois, là, ou plus tard. Là. C'est pour ça que je vous dis la prochaine. En fait, aussitôt, ce qu'on avait convenu, là, le conseil, c'est qu'aussitôt qu'on aura l'approbation du ministère, on veut aller de l'avant, donc on va faire demander une séance extraordinaire là, pour parler spécifiquement du projet. J'en profiterai justement là, pour représenter là, l'ensemble des 3D, l'aménagement intérieur, puis là, on pourra avoir le coût ben, pas final, ça c'est quand on paiera la dernière facture dans 2 ans, mais le coût là, du projet avec, comme je dis, la solution qu'on a reçue et qu'on a envoyée, elle est beaucoup plus intéressante que ce à quoi on pouvait s'attendre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pour l'instant? En partie, oui, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne? J'ai une dernière. Ben oui, certainement. Du moulin. Oui. Y a-t-il des travaux prévus là-dessus? Parce que c'est rendu le. Pour la refaire? Oh, ça fait dur. L'année prochaine, ça là? OK. Même pour faire des travaux dans le paveur ou dans le belle, parce qu'il y a beaucoup de nids de poules qui ont sorti. Ah, mais les nids de poules, ça va être avec le Python 5000. On va faire ça. Non, mais avec Marcel, quoi. Non, généralement, dans les clubs, on essaie de le faire avec Python 5000 ou avec ce qu'une colonie est capable de faire. Avec la dernière énergie, c'est plus tantôt. Ok, c'est pas la sphère froide qu'on met. Non, non, c'est ça qui est pulsé puis compacté, là, la machine qui est autonome. Là. Donc, ça pour les nids de poules exclusivement, là, mais pour le réasphaltage 2026. C'est vraiment la même machine que la flotte de Montréal. Ok, bon, il vide le. Bon, merci. Donc, attends. D'accord. OK, c'est bon. Juste, donc, on était rendu à, je pense que c'est la levée de la séance. Je vais D. Bon, je crois. Donc, oui. Je n'ai pas une question, j'ai juste un dernier commentaire. C'est pas de. Ben non, c'est on peut. Puis alors, je me laisse tranquille. On a. Je ne sais pas si vous êtes au courant. L'association de soccer est dissoute maintenant. Oui. On a versé les dernières sommes. Les uniformes ont été achetés, tout est réglé. Je vous remercie beaucoup. La seule chose, j'aurais aimé ça que les citoyens. Je mentionnais à Gilbert cette semaine, j'aimerais ça que les citoyens soient communiqués à ce propos-là pour expliquer ce qui s'est passé, puis qu'ils soient au courant que les uniformes viennent de l'association de soccer, parce que je pense que c'est important que les gens qui ont participé, contribué à l'association de soccer comme parents bénévoles, comme parents qui ont contribué à l'association de soccer en versant le versement toutes les années depuis une quinzaine d'années, qu'ils soient au courant que l'association est dissoute, même que les sommes restantes ont été investies, puis c'est de la façon qu'ils ont été investies, puis comme ça, tout le monde est au courant. Oui, mais. Très beau les chandails. Oui, très beau. C'est la Ligue des frontières qui. Non, pas la Ligue. L'Association de soccer de Saint-Jean-Fémineur, Ouais. qui a terminé cette opération tant que j'étais au conseil. À ce moment-là, on avait transféré les opérations au loisir, pour qu'ils s'en occupent. Oui. Mais nous, on n'avait pas encore tout réglé nos affaires. L'association existait encore, il restait des sommes non utilisées. On n'avait pas décidé sous quelle forme, on était pour liquider les sommes qui restaient. Et après avoir discuté avec Gilbert au printemps, ou à l'automne, un peu plus quand, l'association a décidé de contribuer de cette façon-là. Mais là, on l'a dissoute, l'association est fermée auprès du registraire des entreprises.
Puis le compte est fermé, donc c'est terminé. Bien, premièrement, merci beaucoup pour le temps, l'énergie puis la contribution que vous avez faite pour le soccer. Puis, après notre discussion, là, la dernière fois là, sur ce sujet-là, j'avais demandé justement à Gilbert là, que ça soit mentionné là, dans nos communications. Oui, c'est bon. C'est juste parce qu'on a reçu les parents qui sont potentiellement sur la liste d'inscription de jeunes. On a reçu un courriel, les inscriptions étaient ouvertes, puis qu'il y avait des nouveaux uniformes, mais il n'y avait pas de mention des uniformes Nadero. Je veux juste m'assurer que les parents soient au courant, puis que les gens qui ont contribué au fil des années soient au courant de l'évolution des choses. Absolument. Moi, j'ai un point à souligner qui n'est pas en lien du tout, là. C'est sur Édouard 7, par la Garde. Comment ça coûte un panneau qui dit à la vitesse du monde? Les radars pédagogiques, c'est 8000 $. Parce que sérieusement, je ne vois pas l'utilité d'avoir mis 170 km/h s'il n'y a personne. Si je peux juste rajouter sur ton point, là, quand nous, on avait acheté le panneau mobile dans le temps, techniquement, ce panneau-là était supposé. Parce que l'utilité de ces panneaux-là ne doivent pas être fixes, rester en place au même endroit pendant 5 ans. Ça démontre pas ça fait pas l'efficacité. Tellement on serait censé, ou 6 mois, 1 an, le prendre et le déplacer dans certains secteurs pour sensibiliser les gens. C'était le plus initialement quand on a fait l'achat de ce panneau-là. Puis c'est une excellente idée. En fait, donc, il y en a 2 là, présentement, plus loin sur Édouard 7, là, juste avant les carrières. On avait parlé récemment, je vais en profiter pendant qu'on est là. Sérieusement, juste la dernière activité, là, quand on est parti, j'ai suivi certaines personnes qui sont parties en même temps que moi. Et moi, je voulais 70 km/h. Et quand je suis allé chez moi, la personne devait être rendue 1 km plus loin que moi. Clairement, c'est ça. Ça va très vite. Ça serait bien de rappeler, en tant que... à partir de Langevin, d'en mettre un dans ce coin-là pour rappeler que c'est quand même dépassé Langevin. C'est encore 70. Il faudrait le mettre juste avant d'arriver où avant Vignoble, où la densité de maison est là. Ben, même, je dirais Langevin, parce qu'on dirait que le monde, aussitôt qu'il tourne un peu, là, il pense que là, tout d'un coup, c'est straight line qui fait la Pierreville, puis alors, on met le pied au fond. Mais en fait, on a des mesures là-dessus. Je vais peut-être partir d'en haut là-bas puis descendre le chemin d'Édouard 7 avec vous. Donc, comme je disais, on a 2 panneaux qui sont côte à côte là, dans chaque sens de circulation. On avait discuté d'en déplacer un il y a une période de transition, donc ça avait été demandé en 2010, donc, il y a plusieurs années. Ça a été demandé au ministère des Transports de baisser la limite sur la portion d'Édouard 7 qui est 90 km/h. Donc, ils ont accepté de baisser à 70 km/h, donc entre la montée Saint-Jacques et le cœur de village. Ils nous ont demandé donc pour la période, parce qu'avec le ministère des Transports, quand il y a un changement de vitesse, il y a une période de transition, donc il va y avoir des pancartes pour annoncer la venue des nouvelles limites de vitesse. Et on doit s'assurer que la police patrouille. Et finalement, on a dit qu'on allait mettre un radar pédagogique là, pour justement commencer à faire réaliser aux gens qu'on ralentit dans ce secteur-là. Ensuite de ça, évidemment, on pourra le déplacer là, tant qu'à commencer à le déplacer sur le territoire. Là où je voulais en venir, les pressions qu'on a fait pour l'autre portion d'Édouard 7, principalement, puis la montée Saint-Jacques, c'est de demander à la Sûreté du Québec d'avoir des radars photos. Donc, la Sûreté du Québec, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont des problèmes d'effectifs présentement. Puis, évidemment, heureusement, comme à Saint-Jacques-le-Mineur, on n'a pas un très haut taux de criminalité, ils ne sont pas souvent chez nous. Puis là, je ne dis pas que de ne pas respecter les limites de vitesse, c'est permis, mais on le constate, on le sait, que la police n'est pas souvent chez nous. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de suivi avec eux, on les relance à tous les mois, à tous les 3 mois. Chaque fois qu'on a des rencontres, c'est la première question qu'on amène sur la table. On leur dit, bon, quand est-ce que vous allez être sur notre territoire à faire ralentir les gens? Donc, le poste local a demandé là, des fonds au ministère de la Sécurité publique pour pouvoir avoir des photoradars dans la région. Puis ça, c'est un des secteurs qu'on a ciblés. Après avoir discuté avec plusieurs agents sur les lieux d'intervention, du 70 km/h sur les lancets, ils m'ont fait des beaux gros yeux au ciel. Puis ils m'ont dit qu'eux-mêmes ne le respectaient pas. Je peux te dire, maintenant que j'habite sur Édouard 7, que je l'ai constaté, effectivement. C'est beaucoup trop long sans aller sur Édouard 7. La porte à l'envers sur dans le sens où il passe à
Moi, c'est pas 90, je pense que je vais mettre un X dans le calendrier. Je suis d'accord, en fait. Mais moi, j'habite maintenant à côté de la FLAC, puis sans blague, l'autre jour, j'ai vu une voiture de la SQ lever des heures. C'est inquiétant, puis il n'y avait pas de lumière là-dessus. C'est un policier directement qui me dit que je trouvais ça absurde que ça soit 70, puis qu'anyway, eux autres n'ont plus de respecter. Je crois, puis là, je vais parler personnellement là-dessus. Bon, la limite de vitesse, évidemment, ça a été changé avant qu'on soit, en tout cas pour la majorité, là, autour de la table du conseil. Je crois que d'abord, il faut faire respecter ces limites avant de décider si on les monte ou on les descend ou si on les modifie. Puis c'est un problème qu'on a là, avec les problèmes d'effectifs de la SQ. Puis, ben, plus fondamentalement, moi, je crois qu'un policier ne devrait pas passer plus de temps à faire du radar que résoudre des vrais crimes. Par contre, la limite doit être appliquée, elle doit être respectée. C'est pourquoi je crois que les photoradars, c'est la meilleure solution pour nous. Ça se paye ça par soi-même. C'est constant. Ils ont juste à le mettre une journée par mois. Exact. Ils vont faire un problème là. Puis ça va régler le problème le reste du mois. Parce que les gens ne sauront pas quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il n'est pas là. Fait qu'ils vont toujours faire attention. Ben, comme la portion entre Napierville et Saint-Jean, là, où on a une zone de 90 avec possibilité de photoradar, ben, regardons, tout le monde fait 90. Donc, pour moi, ça, c'est la solution là, pour notre territoire. Je suis quand même d'accord, il y a un nouveau courant philosophique là, au sein du ministère des Transports qui est plus axé sur la fluidité. Il y a toute une question là, de l'air humain derrière le volant là, qui pousse ce courant-là. Ils vont vite à nous. Ben, c'est un peu ça, mais en fait. Parce que moi, j'ai remarqué les études, moi, ça fait quand même longtemps que je suis là, puis j'ai remarqué qu'il n'y a rien qui a changé depuis que c'était 70. Le monde qui roule vite, il roule encore très vite. Ça passe à 120 en avant de chez nous, en gros pick-up, c'était des pick-up. En fait, c'est ça. Donc, ce qui est avancé par cette philosophie-là, ce courant-là au ministère des Transports, c'est que moins la limite est crédible, plus il va y avoir d'excès de vitesse, donc moins les gens vont la respecter. Donc, à quelque part, oui, il va falloir se positionner un jour, se poser la question, est-ce que cette limite-là, elle est crédible? Mais pour l'instant, pour moi, la stratégie, c'est de commencer par l'appliquer. Quand on va être sûr que tout le monde fait 70, 72, à la limite, 24, quand même, c'est déjà pas pire. Ben là, on pourra se poser la question. Tu vois la différence entre 70 et 120. C'est gros. L'optique derrière le 70, c'était d'inciter les gens à descendre en bas du 100. De rester à 80, 90. C'est ceux qui roulaient en haut du 100 roulent encore. Ils changent rien à leur conduite, puis ils n'ont rien changé. Non, exact. À moins qu'il y ait un photoradar ça serait mieux pour elle. Ben, ou un policier, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace non plus pour les polices. Là, sur ça. Toutes les fois que je vois un policier, parce que c'est clair On va sur le point de l'Édouard 7. Oui. La demande a été acceptée par le transport canadien. Oui, mais dans le fond, il y avait 3 demandes qui ont été déposées en même temps. La première, c'était baisser sur la montée Saint-Jacques, celle-là a été refusée. Baisser le 90 à 70 entre montée Saint-Jacques puis Forgeron, ça a été accepté. Et la dernière qui a été demandée, c'est un passage piéton entre la rue Longtin et la rue Renault. Ça a été refusé, mais partiellement. Donc, je vous explique. Donc, le passage, comme il est dans une courbe, selon le guide de normes du ministère des Transports, c'est pas possible de mettre un passage piéton, puis c'est pas sécuritaire de toute façon de faire ce genre d'aménagement-là dans une courbe. Donc, ce qu'il nous propose, c'est de faire un trottoir entre la rue Longtin et la rue principale. Et là, il serait ouvert à avoir un passage piéton. Mais nous, on doit faire le trottoir. Il faut, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez la problématique. C'est que les élèves de la rue Longtin ne sont pas éligibles au transport scolaire. C'est un corridor scolaire officiel. Les jeunes n'ont pas le choix. Ils doivent traverser Édouard 7. Mais l'autobus passe à Longtin. Pour le secondaire, peut-être, mais pas pour le primaire. C'est l'autobus de mes enfants qui passe. C'est nouveau parce que qui m'a dit que Longtin n'était pas éligible au transport. Ils sont éligibles, puis les enfants ne prennent pas l'autobus. Toutes les fois, l'autobus va crier les enfants sur Longtin. Il n'y a jamais personne qui débarque parce que mes enfants m'ont demandé pourquoi. Sont-ils tous éligibles toute la rue? Parce que ça se peut-tu que ceux du bord de la rue, à cause du 1.2 km, ne soient pas éligibles? Parce que, tu sais, comme mettons, moi, j'habite sur Briard. Genre, c'est pas assez le kilométrage, mais mes enfants devraient marcher, tu sais, sur dans une autre ville. Mais à cause qu'il y a Édouard 7, et on a l'autobus. Fait que Longtin, c'est la même chose, mais l'autobus va à Longtin et demande quelque chose. Ben moi, je m'étais mal
Mais faites mal informé dans ce cas-là, parce que moi, je m'étais fait dire que les jeunes n'étaient pas éligibles au transport scolaire. Mais sûr que le bus, là, on va se dire, la passe vraiment tôt. Fait que c'est sûr que si tu habites à Longtemps, tu sais que tu peux marcher. Ça te prend 5 minutes de marcher à l'école, tu arrives à l'école, mais l'autobus, tu sais, l'autobus sur Brière, elle passe à 7h08 le matin. L'école commence à 8h. C'est parce qu'on fait à pause devant À passe devant le matin, monter Saint-Jacques, c'est pas bien dans c'est ça. Fait que c'est peut-être ça, tu sais, c'est t'en marches genre une demi-heure plus tôt dans l'autobus. Donc, pour finir, il y avait une dernière portion à ma réponse. Bien, évidemment, donc on a eu l'information il y a 4 ou 5 semaines. Là. Donc, on se penche là-dessus là, sur l'évaluation des coûts. Il va falloir mettre ça au budget. Bien sûr que ça ne se passera pas là, en 2025 de mettre une portion de trottoir. Mais je suis d'accord avec vous, à quelque part, il faut sécuriser nos corridors. L'autre chose qu'on a demandé, c'est de faire un suivi avec Post Canada, voir si c'était possible de déplacer les boîtes aux lettres qui sont pour la rue Lontagne sur la rue Lontagne pour limiter minimalement ce passage-là. Je comprends. C'est sûr que visuellement, c'est beaucoup plus proche, puis je comprends l'intérêt de passer là, mais on a fait 2 demandes distinctes au ministère des Transports, puis les 2 ont été refusées pour exactement la même raison. À un moment donné, il faut comprendre le message. Il va falloir qu'on fasse un aménagement. Puis, ben, c'est notre responsabilité. On va le faire là, quand on pourra le mettre au budget pour on aura le montant. OK, merci. Ça fait plaisir? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on va passer à la levée de la séance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Ah, excusez, moi, j'ai un dernier point. Je crois qu'il y a un erratum dans nos communiqués. Donc, juste confirmer, la prochaine séance tiendra le 8 avril 2025. Là, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci d'être venu.